les antirétroviraux vont permettre à la personne de maintenir son système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Dieu l'a mis en place comme on est dans la ville de Mbujimaï. Comme les CD4. Exactement. Dieu a mis en place ce mécanisme-là pour protéger l'organisme. Et c'est comme on est là, on a la police. Si nous dormons tranquillement, c'est parce qu'il y a l'armée, il y a la police qui assure notre sécurité. Mais imaginez l'organisme, hein, les systèmes de défense immunitaire, s'il est combattu par ces virus-là, effectivement, une personne qui ne suit pas les traitements, ça peut l'affaiblir et cette personne peut arriver cette fois-là au stade sida maladie, qui est la phase ultime. Monsieur Albert, vous pouvez nous parler de la période d'incubation. De quelle période, combien de jours, combien de mois, combien de semaines la personne peut vraiment manifester les signes du VIH? En principe, quand la personne vient d'être infectée, il y a une période qu'on appelle une période asymptomatique. Il n'y aura pas de symptômes particuliers, hein. Mais cette personne-là peut contaminer une autre personne. Donc, il y a une période qu'on appelle une période fenêtre, hein, où la personne, bien sûr, va faire ce qu'on appelle une séroconversion. Elle va quitter du stade de séronégativité vers la séropositivité. Mais déjà, quand il y a la primo-infection, là, il y a certains signes qui peuvent apparaître, parfois un peu de fièvre, un peu une sorte de grippe, mais c'est passager. Mais la personne peut vivre longtemps sans avoir des symptômes. Ça peut arriver jusqu'à 15 ans chez certaines personnes. Ça dépend, il y en a qui font une année, mais quand même, la personne a la capacité de transmettre. Elle peut transmettre. Mais c'est encore plus mieux. Si cette personne connaît son statut sérologique les plus vite possible, elle est directement soumise au traitement. Elle va maintenir son système immunitaire et ne va jamais développer le sida maladie. Monsieur Albert, nous avons senti que vous avez quand même de la matière parce que c'est dans votre domaine. Alors, comme la période d'incubation prend beaucoup de temps. Mais j'allais continuer pour dire la séroconversion, ça peut arriver au bout de 3 mois. Donc, dès le début, imaginez la personne qui vient d'être infectée. Lorsqu'on fait les tests sérologiques, la personne, ça sera apparemment négatif. Mais il faut un certain temps. Donc, il faut le faire dans les 3 mois. Et la personne va connaître ce qu'on appelle une séroconversion. Les tests peuvent devenir positifs. Mais si au bout de 3 mois, ce n'est pas positif, on peut encore reprendre 3 mois après. Hein? Donc, au bout de 3 à 6 mois, la personne pourra quitter de la séronégativité vers la séropositivité. Alors, je pense que vous avez déjà tenu des réunions préparatoires de la JMS, Journée mondiale de la lutte contre le sida, pour l'année 2025. Cette année-ci, vous avez retenu, bien le monde entier a retenu quel thème pour cette journée-là? Merci beaucoup. Pour ce qui est du niveau national, le thème retenu, c'est une riposte équitable pour une RDC sans sida d'ici à 2030. Mais le thème international, c'est surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Ces deux thèmes en disent long. Le thème national est retenu dans un contexte particulier. Notez que depuis le mois de juin dernier, c'était du 10 au 13, il y a eu une conférence de gouverneurs présidée par son Excellence, le Président de la République. Et au courant de cette conférence, on a mis en place l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez l'enfant. Et cette initiative sera implémentée à travers le pays, dans toutes les 26 provinces, la nôtre y compris. L'avantage, c'est que l'objectif, c'est d'éliminer le sida chez l'enfant. Il y a une sorte d'inégalité qui s'est créée. Les enfants n'ont pas accès au traitement comme les adultes. Et notez que les enfants, c'est l'avenir de demain. Nous devons les protéger, raison pour laquelle la présidence de la République a pris cette option et nous tous, nous devons nous aligner derrière cette initiative pour la booster de manière à l'implémenter même dans notre province. Mais notez aussi qu'il y a un rapport avec les perturbations dont il est question dans les thèmes mondiaux.
il y a déjà un manque de financement en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida. Et cela aura des répercussions sur la prévention ainsi que même l'accès au traitement dans les jours à venir. Donc, il faudra étudier des mécanismes innovants pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser des ressources domestiques en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Vous êtes en train de répondre et anticiper à certaines de mes questions parce que j'avais voulu vous poser cette question. Quel mécanisme pourriez-vous mettre en place pour parvenir à parler des 0 cas de sida en RDC? Mais vous venez de l'expliquer. Si vous avez encore quelques éléments à ajouter, comme vous venez d'énumérer d'abord l'aspect financier, est-ce que, de par les sensibilisations, de par votre travail sur terrain, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à parler des 0 cas en 2030, 0 cas VIH-Sida? Bon, c'est vrai que quand on dit que d'ici 2030, le VIH-Sida ne sera pas un problème de santé publique, cela ne veut pas dire qu'il y aura 0 infection. Le VIH-Sida sera là, mais le VIH-Sida ne sera pas un problème de santé publique. C'est ça l'option qu'on veut prendre au niveau du pays. Mais c'est une vision. Logiquement, on devrait avoir 0 nouvelle infection. Mais c'est une vision qui demande beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? D'abord, dans un premier temps, il faut qu'il y ait une adhérence au traitement antirétroviral. Parce qu'on doit arriver à couper la chaîne de transmission. Toute personne vivant avec VIH, si elle a accès au traitement, elle pourra, dans les jours à venir, avoir une charge virale indétectable. Donc, cette fois-là, elle peut avoir des rapports sexuels, mais sans contaminer d'autres personnes. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait adhérence au traitement. Mais d'un autre côté, ceci, c'est dire que la personne qui va avec le VIH ne doit pas se stigmatiser elle-même. Elle ne doit pas se stigmatiser, elle doit vivre normalement. D'abord, respecter le traitement, mais aussi se protéger et protéger les autres. Ça, c'est un aspect très, très important. Mais elle a aussi besoin d'un soutien psychologique. Nous tous, nous devons soutenir les personnes vivant avec VIH et ne pas les discriminer ou les stigmatiser. Donc, si je comprends bien, loin de nous, l'idée des personnes vivant avec handicap, vivant avec VIH-Sida, qui se disent « Tufobabouni ». Donc, quelqu'un consciemment qui sait qu'il est déjà atteint du sida, du VIH, mais qui prend conscience de propager. Alors, est-ce que, comme nous parlons de ne plus discriminer ces personnes, discriminer les vivants avec VIH, alors la catégorie de ces personnes-là elles peuvent être punies par la loi ou bien parce qu'ils ont leurs droits, ils doivent vivre comme ça en train de propager, mais tout en sachant qu'ils sont déjà atteints. Bon, si la personne agit de cette façon-là, parfois on peut dire qu'elle n'a pas eu un bon accompagnement. Parce que s'il y a un bon accompagnement psychosocial, une personne vivant avec VIH doit d'abord accepter son statut sérologique et comprendre que ce n'est pas une fatalité en soi. Comme on l'a dit, si la personne a accès au traitement, elle pourra vivre normalement sans jamais développer le sida maladie. Donc, elle a besoin d'un accompagnement psychosocial, de se retrouver dans un environnement où elle est acceptée, où elle n'est pas discriminée. Mais aussi, c'est vrai, il y a des pays où on criminalise une personne qui propage intentionnellement les virus. Là, ça devient effectivement, sur le plan éthique, c'est condamnable. Mais néanmoins, nous tous devons continuer à protéger les personnes vivant avec VIH et protéger aussi leurs droits. Une personne vivant avec VIH a le droit de vivre comme toute autre personne. Comme celui qui a la malaria. Ouais. Mais néanmoins, la personne devra adhérer au traitement. Et si la personne adhère au traitement, comme on l'a dit, là, on va couper la chaîne de transmission et ainsi, on n'aura pas de nouvelles infections. Monsieur Albert, il y a une question qui me vient en tête. Là, nous parlons de personnes qui adhèrent au traitement. Alors, à ceux-là qui ne veulent pas être connus, il y en a qui se disent, moi, je ne veux pas m'exposer, on va commencer à parler de moi que je suis atteinte plutôt. Et ces personnes-là, parce qu'il y en a
Il y a des gens, des personnes qui ne veulent pas vraiment prendre soin d'elles-mêmes, qui ne veulent pas aller consulter parce que on risque de connaître encore que je suis contaminée ou je suis atteinte du VIH. Alors, est-ce que ces personnes-là peuvent nous aider à arriver à notre objectif de 0 cas 2023? Non. En soi, il y a un aspect que les personnes doivent reconnaître. Le personnel soignant a prêté serment, n'est-ce pas? Il y a les serments qu'ils ont prêtés pour servir tout le monde sans discrimination. Mais d'un autre côté aussi, ils ont ce qu'on appelle le secret professionnel. Je ne vois pas un personnel soignant arriver à divulguer les statuts sérologiques d'un patient. D'abord, si la personne le fait, c'est punissable par la loi. Donc, tout ce que le personnel soignant sait dans le cadre de sa profession, c'est un secret professionnel. Donc, ils doivent être garantis, ils doivent être sûrs que même s'ils vont consulter, même si c'est leur voisin, il ne pourra jamais divulguer leur statut sérologique. C'est interdit par la loi. Donc, ne peut divulguer son statut que l'intéressé lui-même, qui peut le divulguer, bien sûr en collaboration avec les prestataires des soins ou avec un accompagnement psychosocial. Ça, c'est un aspect. Mais si la personne n'adhère pas au traitement, ce n'est pas pour son avantage aussi. Comme on l'a dit, imaginez, le traitement est disponible. Il est gratuit. On ne vous demande pas un sou pour accéder à ces soins-là. Mais notez, quand on dit souvent que le traitement est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye à votre place. Parce que les médicaments, là, ça coûte. Même la logistique pour acheminer ça en province et même au niveau des structures sanitaires, ça coûte. C'est que le gouvernement a mis en place des ressources en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Donc, on doit en profiter. Moi, je me rappelle quand j'étais encore tout jeune, on appelait que c'était une maladie des patrons. Et les gens, pour accéder au traitement, c'était des milliers de dollars chaque mois. Mais aujourd'hui, là, on peut accéder à ces soins-là, à ces tests-là, gratuitement. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour maintenir sa santé et vivre le plus longtemps possible?